Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci infiniment pour votre invitation et pour votre accueil. Moi, je voudrais commencer par vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Guy, il a 62 ans. Il est cuisinier, il est père de 6 enfants. Et après un divorce et la perte de son emploi, il s'est retrouvé sans domicile en pleine pandémie de Covid-19. Et voilà comment il décrit cette période, donc je le cite. Il dit « C'est une période où on s'enferme, où on s'enterre, où on rentre au fond d'une grotte, et après pour en sortir, ça devient difficile. Pendant des mois, il n'a aucun contact social, ni sa famille, ni ses amis sont informés de sa situation, et il n'a plus de téléphone, plus de papier, plus rien. Donc ce n'est pas une défaillance individuelle ce qui lui arrive, c'est l'aboutissement d'une accumulation d'épreuves. Donc c'est le divorce, le chômage, le confinement. Et toutes ces épreuves, elles se sont renforcées les unes les autres pour produire un effondrement total de son lien social. Alors c'est exactement ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est que l'isolement, ce n'est pas une situation individuelle. C'est le produit de dynamiques sociales, institutionnelles, territoriales. Et que sa résolution, elle ne peut pas non plus être qu'individuelle. Donc pour étayer ça, je vais m'appuyer sur les résultats de l'étude Solitude 2025. Donc c'est une solitude, je passe très rapidement sur ce que c'est. C'est une enquête annuelle qui est conduite depuis maintenant 15 ans par la Fondation de France. Et elle est réalisée par le CERLIS, donc mon laboratoire, Centre de recherche sur les liens sociaux, en collaboration avec le CREDOC. Et l'idée, c'est de combiner. Alors nous, on multiplie les échelles d'observation, c'est-à-dire qu'on a à la fois une vision macro-sociale du phénomène de solitude et d'isolement avec une enquête statistique auprès de plus de 3000 personnes de plus de 15 ans. Donc ça, c'est le CREDOC qui prend cette partie en charge. Et puis, le CERLIS, lui, va réaliser une enquête ethnographique, donc très qualitative auprès de personnes qui sont exposées à la solitude et à l'isolement. Et puis on va compléter le dispositif en allant aussi interroger des acteurs et des actrices de terrain pour pouvoir un peu confronter les regards à la fois des personnes qui sont accompagnées par des dispositifs, des associations, et puis le vécu de ces personnes elles-mêmes. Donc on se promène dans tout le territoire métropolitain. On n'a pas eu encore l'opportunité d'aller dans les territoires d'outre-mer, mais on aimerait bien aussi aller documenter ces questions de solitude et d'isolement là-bas parce que c'est très prégnant. Donc on essaye de cartographier au maximum le territoire et en termes également de population, c'est-à-dire qu'on va dans les zones urbaines, les zones rurales, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, je vais dérouler mon intervention en 4 temps. Je vais d'abord un peu clarifier les notions de solitude et d'isolement, de précarité aussi, parce que c'est des distinctions qui vont avoir des conséquences sur la façon dont on va repérer, la façon dont on va répondre aussi aux situations, et notamment dans vos pratiques professionnelles aussi. Je présenterai ensuite les principaux résultats statistiques, on va dire, de la dernière édition de Solitude. Et puis on verra ensuite comment la précarité, elle va éroder les différents réseaux de sociabilité. Et là, on verra que le rôle justement des liens de proximité dans le maintien du lien social pour les personnes les plus fragiles est prépondérant. Donc, au niveau du cadrage un peu conceptuel, on va commencer un peu par les notions. Donc, dans les pratiques professionnelles ou même pour le grand public, solitude et isolement, c'est parfois confondu. On l'utilise de manière un peu synonyme. Et cette confusion, elle va avoir des effets très, très concrets sur la façon dont on va repérer les situations et aussi dont on va y répondre à ces situations. Donc pour nous, l'isolement, c'est une réalité objective. C'est la rareté, voire l'absence de contact en face à face dans les différentes sphères de la vie sociale. Donc c'est la famille hors du foyer, c'est les amis, c'est les collègues de travail, c'est les membres d'une association ou d'un groupe. Et donc est considérée comme isolée toute personne qui n'a pas de contact physique avec ces 5 réseaux de sociabilité ou qui n'a de contact que très ponctuellement. Donc on peut le mesurer objectivement. La solitude, elle, c'est autre chose.
c'est plutôt un ressenti subjectif. Et là, ça se traduit par un sentiment de manque, une insatisfaction dans ses relations sociales. Et elle ne coïncide pas mécaniquement toujours avec l'isolement. Alors si on comprend un peu ces deux grandes dimensions, une personne, elle peut être objectivement peu reliée aux autres et pas souffrir de solitude. Ça, c'est la solitude choisie. Elle reste minoritaire, mais elle existe malgré tout. Et puis à l'inverse, on peut avoir des personnes qui sont socialement très entourées et qui peuvent éprouver une solitude profonde. Là, je pense à une Josiane qui a 72 ans. Elle est aidante familiale, donc la question aussi des aidants familiaux se pose à cet endroit-là. Elle est relativement soudée, en fait. Elle a une famille, des enfants qui sont présents. Elle n'est pas isolée au sens objectif du terme, hein, mais elle décrit pourtant son existence comme une solitude noire. Elle achète ses propos. Et elle dit, je la cite, elle dit « On est seul face aux décisions dans la maladie. Quand on a un conjoint qui est malade, on est très seul, on se sent seul. On a l'impression de ne pas être comprise. » Et en fait, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que ses amis se sont progressivement retirés parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment sa situation, le fait qu'elle ait son emploi du temps qui est complètement destiné à la prise en charge de son mari. Donc elle ne pouvait plus répondre aux sollicitations. Et puis il y a une forme d'enfermement aussi qui se crée. Et cette solitude-là qui est bien réelle, elle est plus difficile à capter objectivement parce que socialement, en fait, Josiane, elle a tous les attributs d'une personne qui est incluse et qui n'a pas besoin d'aide. Et donc cette donnée, elle a une implication directe pour vous qui travaillez dans le domaine de la santé, du social, c'est que repérer l'isolement, ça ne suffit pas à identifier la souffrance aussi. Et inversement, l'absence d'isolement objectif, ça ne garantit pas nécessairement l'absence de détresse relationnelle. Donc on voit que c'est des mécaniques qui sont complexes et difficiles à mettre en place. Je voudrais introduire un troisième repère, là je vais passer très rapidement. En sociologie, pour caractériser ces liens un peu de proximité, on distingue classiquement, ça c'est à partir des travaux de Marc Granofter, c'est un peu ancien, mais lui il a fait une distinction entre les liens forts et les liens faibles. Donc les liens forts, c'est les proches, c'est les amis, c'est les personnes sur qui l'on peut compter. Et puis les liens faibles, c'est plutôt les collègues de travail, les voisins, les membres d'une association. Aujourd'hui, nous, en tout cas, on préfère privilégier une approche un petit peu moins rigide. Et on parle plutôt de liens de proximité, puisqu'on préfère penser plutôt à un continuum de relations sociales, plus ou moins intimes, plus ou moins mobilisables. On peut avoir des voisins avec qui on parle de choses très intimes, et pourtant on n'est pas nécessairement proche. On peut ne pas en rentrer chez eux, voilà. Donc nous, on va parler plutôt de liens de proximité, et cette notion, elle est directement héritée des travaux de l'école de Chicago qui sont vraiment intéressés à la question de comment les gens pensent leurs liens et comment ils parlent de leurs liens, comment ils se les représentent. Alors, enfin, je voudrais dire un mot un petit peu sur l'articulation entre isolement et précarité, puisque c'est un peu au cœur de la réflexion de ce colloque. Isolement et précarité, c'est pas simplement une relation de corrélation, comme si la pauvreté, elle entraînait mécaniquement l'isolement. C'est deux réalités qui vont se renforcer mutuellement, dans une logique un petit peu de cercle vicieux. C'est-à-dire que la précarité, elle va restreindre la mobilité, elle va réduire les ressources matérielles, elle peut entretenir aussi des sociabilités ordinaires et elle va surtout produire de la honte. Et cette honte, en tout cas cette stigmatisation, elle va encourager ou en tout cas produire une forme de repli. Donc là, il y a une étude de Santé publique France qui illustre très bien ce mécanisme et qui a été pensée à travers le logement dégradé. Et je me suis appuyé de ces travaux justement pour documenter aussi les difficultés aussi des personnes seules ou isolées d'être, de se rendre justement dans les associations parce qu'elles pouvaient avoir honte ou ne pas se sentir à leur place. Et dans cette étude, donc c'est l'enquête Caliserve Habitat 2021, où en fait les ménages concernés, ceux qui vivaient dans des habitats dégradés, ils exprimaient de la honte face à la dégradation de leur domicile. Et ça les a conduits finalement à limiter les invitations chez eux, à refuser en retour les invitations des autres, par crainte aussi de ne pas pouvoir rendre l'appareil, parce que c'est une mécanique de don et de contre-don.
Et en retour, on comprend que l'isolement, il va aggraver les effets de la précarité. Ça veut dire qu'il va réduire l'accès à l'information, il va réduire l'accès aux droits, à toutes les ressources informelles, et puis il va fragiliser la santé physique et mentale. Donc on a qualifié ça, nous, dans notre travail, de cercle de fragilité. Donc ça va créer un peu un cercle de fragilité. Et l'isolement relationnel et les difficultés matérielles, elles vont se renforcer mutuellement. Et ça va rendre l'accès à tout soutien de plus en plus difficile, justement à mesure que la situation elle va se dégrader. Donc là, si on s'intéresse un petit peu aux chiffres, qu'est-ce que la dernière édition 2025 nous dit sur l'état de la solitude en France ? Déjà, il y a une stabilité apparente qui va cacher une réalité un peu plus préoccupante. Donc en 2025, il y a 11% de la population française qui est en situation d'isolement relationnel. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas de contact avec les 5 réseaux de sociabilité que j'ai mentionnés précédemment. Donc l'année précédente, c'était 12%. Donc on peut se dire, à première vue, on pourrait s'en satisfaire puisqu'il y a une relative stabilité. Mais en réalité, ce chiffre, ça cache une autre réalité, puisque dans notre indicateur d'isolement relationnel, en fait, on a les personnes isolées, qui représenteront 11%, puis ensuite on a les monoréseaux, qu'on qualifie de monoréseaux, c'est les personnes qui vont avoir un seul réseau de sociabilité sur lequel compter. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et donc c'est très fragile, puisque si on n'a qu'un seul réseau de sociabilité sur lequel compter, si celui-ci devient fragile ou se fragilise, ou pour peu qu'on ait des conflits internes, on va tout de suite basculer dans l'isolement total. Et quand on agrège les isolés et les monoréseaux, on arrive à 32% de personnes qui se trouvent en situation d'isolement ou proche de l'isolement. Donc là, on n'est pas du tout dans une minorité marginale, on est près de plus d'un tiers de la population, donc c'est une réalité qui va concerner une fraction très significative de la société française. Si on regarde la question de la solitude, qui est plus un sentiment, on voit que 24% de la population se déclare seule, souvent ou très souvent. Donc c'est même pas seul de temps en temps. Là, on est vraiment sur une déclaration de solitude profonde. Et c'est un sentiment qui a augmenté depuis 2016. Et notamment, ce qu'on a pu constater, c'est que ça se passe plus dans les grandes agglomérations. Donc le deuxième résultat qui était intéressant pour nous, c'était de voir les inégalités sociales comme un déterminant central, en fait, si vous voulez, de la solitude et de l'isolement. Donc pour vous qui travaillez auprès de personnes en situation de précarité, j'imagine que ces chiffres, ils ne vous surprennent pas trop, mais ils méritent quand même d'être posés, il me semble. Donc si on regarde un peu les inégalités sociales, on en a parlé, mais 16% des personnes à bas revenus sont isolées, contre 5% des hauts revenus. Quand on regarde la situation à l'égard de l'emploi, c'est assez édifiant. 20% des personnes au chômage sont en situation d'isolement relationnel. Et là, c'est les personnes qui sont coupées des 5 réseaux de sociabilité, contre 9% des actifs. 36% des personnes à bas revenus se déclarent seules, contre 19% des hauts revenus. Donc on a quand même des écarts très importants. Et puis 30% des personnes qui jugent leur état de santé pas du tout satisfaisant sont isolées. Donc là aussi, on voit qu'il y a un lien de corrélation aussi entre l'état de santé d'une personne et l'isolement. Alors, ces chiffres, ils vont confirmer que dans vos pratiques, celles que vous voyez quotidiennement, isolement et précarité sont étroitement liés, qui se cumulent avec d'autres facteurs de vulnérabilité aussi, c'est-à-dire santé fragilisée, vie seule, situation monoparentale, et je pourrais allonger la liste comme ça. Donc ces chiffres, ils nous invitent vraiment à penser la solitude et l'isolement comme des phénomènes multifactoriels. Et c'est en travaillant sur tous ces faisceaux d'indices qu'on va pouvoir tenter de saisir un peu une vision plus juste et la plus exacte possible. Alors, là, on va regarder un peu les inégalités territoriales, parce qu'il me semblait intéressant quand même de voir que pour traiter ces questions de solitude et d'isolement, il faut le penser aussi comme un enjeu de territoire. Donc la dernière enquête, elle a mis en évidence quelque chose qui apparaissait moins nettement en fait dans les éditions précédentes, c'est la dissociation entre isolement et solitude en fonction du lieu où on vit. Et là, on voit que l'isolement objectif, il est beaucoup plus prononcé en milieu rural,
que dans les grandes agglomérations. Donc 14% des habitants des communes rurales sont isolés contre 9% en agglomération parisienne. Et cet écart, il se creuse. Et donc là, il n'existait tout simplement pas en 2023. Donc là, on voit qu'il y a une tendance qui commence à s'installer. Donc les facteurs explicatifs, donc on commence à les identifier. Il faudrait un peu plus de recul pour le saisir plus nettement. Mais grosso modo, c'est quoi? C'est une moindre accessibilité des services. Donc aujourd'hui, dans la ruralité, on démantèle un peu les services. L'accès aux soins est plus compliqué. La rareté des transports en commun aussi. Ça, c'est un facteur aggravant. Et puis, il y a l'enclavement géographique, la destruction des bassins d'emploi. Bref, c'est ce qu'on appelle soit l'ultra-ruralité, les campagnes en déclin, les campagnes enclavées. Et donc, ça crée aussi une dispersion de l'habitat qui ne rend pas favorable, en fait, la création de liens. Si on regarde un peu le sentiment de solitude, lui, on voit qu'il est plus élevé dans les grandes agglomérations. 28% dans les communes de plus de 100 habitants contre 21% en zone rurale. Et c'est là le paradoxe de la densité urbaine. On peut être entouré de monde sans être lié à personne. Et ça, c'est intéressant de voir aussi que dans les grandes villes, il y a il y a l'anonymat qui est plus... alors ça peut être un avantage si on a envie d'être tranquille, mais si on veut créer du lien, c'est plus compliqué. Donc là, on voit là aussi que se dessine une dimension territoriale de la solitude qui n'existait pas avant. Et là, je vous renvoie à notre enquête de 2023, donc, qui traitait spécifiquement de cette question. Ça s'appelait « Reliés par les lieux ». Et on essayait de voir justement les différentes dimensions territoriales de la solitude. Là, si on regarde un peu les réseaux de sociabilité et qu'on les met à l'épreuve de la précarité, donc je voudrais montrer comment la précarité, elle va éroder les réseaux les plus proches. Donc ça va être la famille, les amis et le travail qui constituent normalement le socle d'un lien social solide. Donc en population générale, si on regarde en population générale, on voit que ces réseaux, ils fonctionnent relativement bien. Les données qu'on a statistiques, ça montre plutôt que près de 6 personnes sur 10 en population générale voient leurs amis régulièrement, que plus de la moitié de la population est en contact régulier avec les membres de leur famille. Mais chez les personnes seules ou isolées, et c'est là que ça nous intéresse, ce tableau il est nettement plus contrasté. Si on regarde la famille d'abord, plus de la moitié des personnes qu'on a rencontrées dans l'enquête, elles vivent des relations familiales distendues, conflictuelles, parfois rompues. Donc il y a des ruptures précoces, il y a des conflits en fait qui sont pas apaisés, ou parfois il y a une distance géographique qui est imposée, que ce soit par la migration, par l'exil ou par d'autres facteurs. Et là je pense à une interlocutrice, Faiza, elle a 57 ans, elle est d'origine syrienne, elle était hébergée par une association à Paris, et elle, c'est la guerre en Syrie qui a disperser sa famille aux 4 coins du Moyen-Orient, donc en Égypte, au Koweït, en Turquie, et ça fait plus de 2 ans qu'elle ne les a pas vus. Donc là, on voit vraiment que la sphère familiale a été complètement dispersée, et que ce lien, donc elle a juste un lien téléphonique qu'elle peut entretenir avec eux, mais qu'on se rend bien compte dans son discours et sa trajectoire que c'est une présence affective, mais que c'est pas un soutien, on va dire, au quotidien dont elle aurait besoin. Sur les liens amicaux ensuite, si on regarde un peu les liens amicaux, donc on voit que la précarité, et ça je pense que c'est intéressant, elle tend à réduire aussi progressivement le réseau amical. C'est-à-dire qu'il va y avoir un double mécanisme qui va se mettre en place et que les récits illustrent très clairement. D'abord la honte de ne plus pouvoir participer aux sociabilités ordinaires, comme on l'a vu un peu dans l'étude sur CaliServe. Donc le plus pouvoir inviter, puis pouvoir aussi partager un repas ou une sortie. Et puis ensuite, il va y avoir un décalage aussi avec les modes de vie qui vont s'installer avec les anciens proches, avec les anciens amis. Et là, je vais vous citer le cas de Daniel, 63 ans. Lui, c'est un ancien salarié du marketing. Donc lui, il était plutôt dans une position, on va dire, plutôt une catégorie sociale, on va dire, plutôt aisée. Et en fait, il est devenu bénéficiaire du RSA parce qu'il a subi une série de ruptures dans sa trajectoire professionnelle et personnelle. Donc là, on voit vraiment la descente plutôt en cascade. Et il formule ça sans ambiguïté. Et puis je vais le citer. Il dit: quand tu n'as plus d'argent pour aller au golf, au resto, les contacts se réduisent comme peau de chagrin. C'est évident que quand tu as moins de moyens, ça réduit les relations.
Donc là, sur le travail, enfin, sur la dimension professionnelle, pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui représentaient la majorité du corpus qualitatif des personnes qu'on a rencontrées, c'est pas seulement un revenu qui disparaît, c'est aussi un cadre de sociabilité qui est très structurant. Et puis les événements qui vont éloigner du travail, comme le licenciement, un accident, la maladie, le burn-out, les accidents, le harcèlement, ça va fragiliser doublement leur situation, et les liens avec les anciens collègues vont se défaire plus rapidement. Donc je voudrais m'arrêter une seconde sur une conséquence directe de tout ça pour que ce soit les professionnels de santé, pour les professionnels du social, c'est que les données quantitatives, enfin les statistiques, elles montrent aussi que 24% des personnes isolées ont échangé avec un membre du personnel médical sur des questions personnelles. Et c'est là où on voit que quand le socle de liens proches ou de liens de proximité, on va dire, est défaillant, on voit que les personnes qui sont en souffrance, qui sont seules ou isolées, elles vont se tourner vers des figures. Et parmi ces figures, les personnels médicaux sont en première ligne. Donc ce chiffre, ça signifie que les professionnels de santé, ils vont d'une certaine manière être des personnes ressources pour ces personnes. Et c'est pas forcément un rôle que vous avez choisi, ou en tout cas qui vous a été, ou pour lequel vous avez été formé, mais il est réel en tout cas. Il est réel et il place la relation de soins aussi dans une position de repérage des fragilités qui méritent à la fois d'être reconnues de mon point de vue, qui méritent aussi d'être discutées, et puis peut-être d'être mieux articulées avec les acteurs du social et les acteurs du monde associatif. Là, je passerai très vite sur la question des liens de proximité comme un enjeu pour l'action. Quand on voit que la famille, quand on voit que les amis, le travail sont défaillants ou sont absents, d'une certaine manière, qu'est-ce qui reste pour les personnes qui sont en situation de fragilité relationnelle ? C'est la question qu'on pose, nous, dans le rapport. Et la réponse qu'on apporte, elle est à la fois encourageante, puis elle est à la fois un peu nuancée. Il reste ce qu'on appelle les liens de proximité, donc c'est le voisinage, c'est les associations, c'est les petits commerces aussi, on parlera un petit peu des petits commerces. Donc c'est des liens qui constituent pour les personnes les plus fragiles une espèce de pivot, parfois le seul, qui les maintient dans la vie sociale. Ça a vraiment une fonction de maintien dans la vie, mais leur mobilisation, et c'est ça qui est important, je pense, de retenir, c'est qu'elle n'est jamais évidente, et c'est là que réside tout l'enjeu pour l'action. Donc on va déjà voir le voisinage. On voit que le voisinage, ça représente pour les personnes une présence rassurante, mais qui a des limites structurelles. Donc on voit que 54% de la population en manière générale, donc si on s'interroge ensemble dans cette salle, on voit qu'on a des relations régulières avec ses voisins, donc au-delà du simple bonjour, des échanges de politesse. Pour les personnes seules ou isolées, c'est un lien qui peut jouer un rôle direct, mais réel. Voilà, donc... Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre des petits services. C'est une présence aussi dans les moments de vulnérabilité qui peut être mobilisée. Donc là, je vous donne un peu le point de vue de Fernando, qui a 57 ans. Lui, il a subi un AVC il y a 3 ans, et puis il décrit son voisinage, notamment que son AVC, ou en tout cas sa vulnérabilité, ça a renforcé chez lui les liens avec ses voisins qui lui demandaient comment il allait, s'il avait besoin d'aide, etc. Et je le cite, il dit « Quand j'ai eu mon AVC, je me suis rendu compte que mes voisins étaient sympas. On discute même, si on ne va pas même si on ne va pas chez les uns, chez les autres, on discute quand même. » Et là, on voit que c'est intéressant, que la vulnérabilité, elle a paradoxalement resserré les liens qui étaient jusque-là distendus. Mais on voit aussi que le lien avec les voisins, il a des limites structurelles importantes, et particulièrement pour les personnes les plus précaires. C'est que la relation de voisinage, elle va reposer sur une logique de don et de contre-don. Et ça, c'est intéressant de le penser comme ça. Donc c'est un échange de services aussi. Donc c'est à la fois des biens, mais aussi des services en termes de temps. On va échanger de son temps. Et cette logique, elle va être plus difficile à soutenir quand les ressources, elles vont manquer. Et là, Nathalie, qui a 60 ans, qui est allocataire du RSA, elle le dit très clairement. Donc elle vit vraiment dans les zones rurales très enclavées dans les Vosges. Et elle dit ça avec une clarté assez désarmante. Elle dit je ne vais pas demander un service à un voisin. Après, on se sent redevable. Et quand on est au RSA, on n'a pas beaucoup les moyens.
Donc cette gêne, et là on en revient toujours à la question des représentations, hein, de la honte, du stigmate, ça va produire un retrait, précisément chez celles et ceux qui en auraient le plus besoin. Et là, les données statistiques, elles le confirment, c'est que les personnes à bas revenus, elles entretiennent moins de relations de voisinage que les personnes aisées. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en fait, ça révèle une logique de cumul des relations sociales. Et ça, c'est intéressant de penser ce lien-là en cumul. Plus on dispose de liens, et plus on va être en capacité de créer du lien. Et dans l'autre sens, l'isolement, ça va reproduire, en fait, ça va entériner le fait que vous allez être de plus en plus isolé. Si on regarde du côté des associations, comme le troisième pilier, donc on les a qualifiés de tiers relationnels, donc pour les personnes les plus fragilisées. Les associations, elles vont remplir des fonctions que le système de santé ou alors même que le système d'action sociale ne peuvent pas remplir toutes seules. Et donc on voyait que 56% de la population a eu des contacts réguliers avec un membre d'une association dans l'année, donc c'est quand même assez énorme. Mais que l'accès à ces structures, et là on en revient aussi aux logiques territoriales, il est lui-même inégalement distribué dans la population française. On voit que 43% des habitants de la région parisienne ont eu des contacts réguliers avec une association, contre 32% en zone rurale. Et 76% des personnes les moins satisfaites de leur cadre de vie ne fréquentent pas ou très rarement le milieu associatif. Alors, quant à l'accès, là aussi c'est intéressant, quand l'accès est possible, les associations elles vont parfois remplir plusieurs fonctions, là qui méritent d'être un peu identifiées. D'abord, pour les personnes en situation de vulnérabilité, ça va représenter un espace de reconstruction personnelle. Donc là, on est vraiment, l'association, c'est un espace ressource qui va vous permettre de vous reconstruire. Donc là, par exemple, pour Valérie et Cathy, elles ont été toutes deux victimes de burn-out, d'épuisement professionnel, qui les a poussées progressivement à des formes d'isolement. Et elles ont été à la maison du mieux-être à Mulhouse. Et pour elles nous disent comme ça, elles nous disent ça a été une bouffée d'oxygène, une bouée de sauvetage. Donc on est vraiment là l'idée d'un radeau sur lequel on peut s'appuyer pour commencer à reprendre des liens. Ensuite, c'est un cadre de sociabilité régulière et stable. Il faut savoir que quand on est en situation de solitude ou d'isolement, il faut retrouver des repères de sociabilité. La sociabilité, ça s'entretient, ça suppose des dispositions, des compétences qu'on peut perdre aussi. Et l'association, ça permet de retrouver des repères. Et là, Sandrine, elle le dit très bien, elle a 57 ans. Elle a vraiment plus de contact avec aucun cercle de sociabilité. Et elle dit, moi je voudrais qu'on me propose des choses quand on m'appelle, qu'on me dise Sandrine, tu nous manques. Et donc du coup, pour elle, ça représente le seul endroit où on remarque sa présence. Et donc elle va progressivement apprendre à reprendre des relations sociales. Et puis enfin, il y a un tremplin vers l'engagement bénévole, aussi c'est une dimension intéressante à souligner, qui représente un vrai point de bascule, si vous voulez, notamment dans les parcours de reprise de liens. Et quand on passe du statut d'usager à celui d'acteur, et là on est vraiment dans les logiques capacitaires qu'on pourrait développer, mais j'aurai pas le temps ici, qui va reconfigurer le rapport à soi et du coup le rapport aux autres aussi. Et ça c'est intéressant de le penser comme ça. Guy, dont je vous parlais en introduction, lui il est devenu le bricoleur, donc il vit dans une colocation associative, il est devenu le bricoleur de sa colocation et il dit c'est celui qu'on appelle quand il y a un petit souci. Et il dit ça avec une fierté qui est assez touchante, parce qu'il dit se sentir utile, c'est se sentir estimable. Et donc du coup, il commence à avoir un rôle, et je trouve ça intéressant de considérer aussi les individus eu égard à leur place qu'ils occupent dans un espace qui soit physique, mais qui soit aussi social ou géographique. Donc là, je m'arrêterai très rapidement sur 3 modèles d'association, mais qui illustrent bien la nécessité d'adapter des formes d'action en fonction des contextes. Donc, Voisins Malins, eux, c'est une association qui font du porte-à-porte. Justement, c'est une association entre voisins d'un même quartier. Et leur idée, si vous voulez, c'est de taper aux portes pour à la fois repérer les personnes qui sont en situation de fragilité
et aussi faire de l'information, de l'accès au droit, puisqu'on voit bien aussi que la précarité se mêle aussi à des difficultés d'accès au droit, manque d'information. Et là, ce qui fonctionne très bien dans cette association, c'est que comme ça fonctionne de pair à pair, c'est des personnes du quartier qui s'adressent à des personnes du quartier, et donc il n'y a pas une distance sociale qui ferait qu'on n'a pas envie de se confier, on n'a pas envie d'ouvrir la porte. Et donc c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Le traversier, lui, c'est un bus qui est aménagé et qui va circuler dans les zones rurales très enclavées des Vosges. Et donc, il va proposer toute une série d'activités, des ateliers, un vestiaire, de la distribution alimentaire, etc. Et donc là, on est vraiment dans la démarche d'aller vers qui a été décrite assez précisément tout au long de la matinée. Et puis il y a Mamie Gâteau. Alors je vous ai pris cet exemple parce que ça répond à la désertification commerciale d'un quartier en gentrification. Et la gentrification, il faut savoir que ça met aussi au banc les catégories les plus précaires et populaires, mais ça a aussi des conséquences sur la solitude et l'isolement, et notamment dans ce quartier à Strasbourg. Il y a des grands ensembles qui sont principalement, on va dire, habités par des populations âgées et précaires. Et en fait, elles ont vu leur commerce partir, hein, c'était le petit commerçant du coin, etc., qui ont été remplacés par des commerces qui sont pour elles inaccessibles en termes financiers. Et du coup, cette association qui est là pour faire des gâteaux et recréer un espace de convivialité a été particulièrement saluée et salutaire. Donc pourquoi j'ai pris ces trois exemples? Parce qu'ils partagent une même logique, c'est-à-dire aller vers les personnes plutôt attendre qu'elles viennent à vous, et puis surtout ancrer l'action dans des réalités concrètes de chaque territoire. Et puis là, je vais m'intéresser donc à quelque chose qui peut être intéressant aussi pour vous, il me semble-t-il, c'est le stigmate du recours à l'aide, ou en tout cas comment recourir à l'aide, et voir que le recours à l'aide, il n'est pas aussi naturel qu'on peut le penser. Notamment, je vais vous prendre un exemple dans les zones rurales enclavées, et là c'est dans un territoire des Vosges. Il y a un contrôle social qui est très fort dans ces petits villages. Et donc, qu'est-ce que c'est que le contrôle social? C'est les gens se connaissent, c'est-à-dire ils s'observent, on regarde la vie du voisin. Donc, comme si vous voulez, on n'est pas dans les grandes villes, on a un peu accès à la vie de tout le monde. Et ce contrôle social, il peut constituer un frein puissant au recours aux associations. Et là, je vous donne la parole d'une éducatrice spécialisée au traversier, hein, donc c'est ce bus itinérant. Elle le dit directement que les activités proposées, elles pouvaient être perçues, et là je la cite avec ces mots, hein, comme une action pour les cassos. Et je mets vraiment un des guillemets, parce que c'est elle qui le dit comme ça. C'est vraiment l'idée que la crainte d'être identifié comme quelqu'un dans le besoin, finalement, peut dissuader aussi les personnes les plus isolées de franchir le seuil d'une structure d'aide, et précisément là où l'offre est déjà la plus réduite. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'une action, il faut que pour que ça fonctionne aussi, il faut qu'elle multiplie les activités. C'est-à-dire il faut à la fois, et donc le traversier l'a fait très intelligemment, c'est-à-dire qu'elle met à la fois une bibliothèque itinérante, elle va mettre des actions France Service pour proposer de l'aide administrative, puis à côté il va y avoir un vestiaire de la Croix-Rouge et puis une distribution de colis alimentaires. Comme ça, quand on se positionne au traversier, on ne va pas être directement stigmatisé comme étant quelqu'un dans le besoin. Ce qui peut être le cas dans la distribution, par exemple, de colis alimentaires, où là, on sait que toutes les personnes qui sont là sont en situation de fragilité économique, etc. Donc c'est quelque chose, je pensais, intéressant de pouvoir le penser, en tout cas. Et ça signifie justement ça signifie qu'il ne suffit pas d'aller chercher les gens là où ils se trouvent, ce qui est justement le cas du traversier, mais qu'il faut aussi travailler sur les représentations qui sont associées au recours à l'aide. Et donc ça suppose une présence dans la durée, une connaissance fine des dynamiques sociales, etc. Pour terminer justement cette séquence, je voudrais vous donner un résultat transversal qui me semble essentiel. 43% des personnes isolées déclarent n'avoir pas ressenti le besoin de soutien moral au cours des 12 derniers mois, contre 34% des personnes qui disposent de plusieurs réseaux.
Donc là, on pourrait lire ça comme une forme d'autonomie en se disant les personnes isolées, elles n'ont pas besoin d'aide, en fait, elles n'ont pas besoin de soutien moral. Mais en fait, moi, je propose une lecture un peu différente. Et je crois que, en fait, peut-être qu'elle est plus juste, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que face à l'absence prolongée de ressources relationnelles qui vont être fiables, ces personnes, elles ont appris à se gérer seules et elles ont intériorisé leur situation. Et là, on le voit bien, hein, notamment quand on fait des entretiens auprès de personnes âgées isolées, souvent, elles vont s'accommoder de la fragilisation progressive de leurs relations sociales. Et souvent, elles vont moins se déclarer que les jeunes en situation de solitude, ou en tout cas, elles vont dire non, ça va, je me débrouille. Donc, elles ont arrêté de formuler des demandes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'absence de demande d'aide, c'est pas nécessairement une absence de besoin. Et ça, je pense que c'est très intéressant de l'entendre. C'est aussi souvent le signe d'un repli important. Et ça signifie très concrètement que les personnes les plus isolées, elles ne viendront pas spontanément frapper à votre porte ou aux portes des associations, et que les démarches d'aller vers, elles sont d'autant plus importantes. Je voudrais conclure en revenant à la question qui structure un peu le colloque, hein, comment on transforme les initiatives locales de lutte contre l'isolement en une politique, on va dire, territoriale de santé et de solidarité. Et là, je vous mets quelques enseignements, donc je vous passerai le diaporama si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, pour conclure, je terminerai par les mots de Fernando, puisque j'aime bien toujours terminer par la parole de celles et ceux que j'ai rencontrés. Donc c'est Fernando qui a 57 ans et puis qui a eu son AVC et qui a permis de rencontrer ses voisins à la suite de ce problème de santé. Et lui, il s'est engagé dans l'association qui l'accompagne, donc il est passé d'un usager à un engagement, et puis dans plusieurs autres structures. Et il décrit ce que lui apporte son engagement. Il dit « J'ai besoin de ces relations-là. Dans les associations, les gens se libèrent, les gens parlent de leurs problèmes, ça nous rend meilleurs finalement. » Et il conclut l'entretien par cette phrase, il dit « J'espère que mes dernières années seront plus créatives que ce que j'ai vécu. Je compte beaucoup sur le monde associatif. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur argument pour que nous, en fait, collectivement, on puisse aussi peut-être un jour compter sur Fernando. » Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.